Au printemps de 1945, alors que les forces alliées se rapprochaient de Berlin, un général allemand de haut rang prit une décision qui dérouterait les historiens pendant les 8 décennies suivantes. Il ne se rendit pas. Il ne fuit pas en Amérique du Sud comme tant de ses collègues. Il disparut tout simplement sans laisser de traces, emportant avec lui des secrets militaires qui auraient pu changer notre compréhension des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 80 ans, sa disparition resta l'un des mystères les plus énigmatiques de l'histoire. C'est alors qu'une enquête de surveillance de la faune banale dans la forêt bavaroise mena à une découverte si extraordinaire qu'elle réécrirait tout ce que nous pensions savoir sur la fin de la guerre. Ce que l'équipe d'enquête avait trouvé caché sous des décennies de végétation forestière n'était pas seulement un bunker. C'était une capsule temporelle contenant des documents, des cartes et des preuves d'une opération secrète si classifiée que même aujourd'hui, les responsables gouvernementaux hésitent à discuter de ses implications complètes. L'histoire que vous allez entendre implique des messages codés, des réseaux souterrains et une conspiration qui atteint les plus hautes sphères du commandement en temps de guerre. Mais le plus choquant de tout, les derniers mots enregistrés du général suggèrent qu'il connaissait quelque chose sur le dénouement de la guerre que personne d'autre ne savait. Quelque chose qui l'avait convaincu que disparaître était sa seule option. Le 15 octobre 1944, le général Friedrich Wilhelm von Steinberg se tenait à la fenêtre de son poste de commandement dans les Alpes bavaroises, regardant la neige tomber sur les montagnes qu'il avait appelées chez lui durant la majeure partie de sa carrière militaire. Âgé de 52 ans, il était l'un des officiers les plus décorés d'Allemagne, un brillant tacticien qui avait gagné le respect même de ses ennemis. Son esprit stratégique avait aidé à planifier certaines des campagnes précoces les plus réussies du Wehrmacht. Mais maintenant, à mesure que l'automne devenait hiver, même von Steinberg pouvait voir l'écriture sur le mur. Le général n'était pas un officier nazi typique. Né dans une famille militaire prussienne, il s'était engagé dans l'armée bien avant la prise du pouvoir par Hitler. Sa loyauté était envers l'Allemagne, non envers le parti, une distinction qui s'avérerait cruciale dans les mois à venir. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, von Steinberg tenait des journaux personnels détaillés, documentant non seulement les opérations militaires, mais aussi ses préoccupations croissantes concernant la direction de la guerre et du régime qu'il servait. Ces journaux, découverts des décennies plus tard, révèlent un homme de plus en plus troublé par ce qu'il avait vu. Entrée après entrée décrit son horreur face aux rapports qui arrivaient du front de l'Est, son dégoût pour les opérations des SS et sa conviction grandissante que le leadership allemand avait perdu tout lien avec la réalité. Mais von Steinberg était aussi un pragmatique. Il comprenait que parler nécessitait une mort certaine. Il garda donc ses pensées privées tout en continuant à servir avec distinction. Et à début 1945, von Steinberg avait été réaffecté pour superviser les préparatifs défensifs dans la région forestière bavaroise. Officiellement, sa mission était de coordonner avec les commandants locaux pour préparer l'avance inévitable des Alliés. En privé, il commençait à planifier quelque chose de bien plus complexe. Des rapports de renseignement de cette période montrent une augmentation du trafic radio dans son secteur, des transmissions codées qui ne correspondaient à aucun protocole militaire allemand connu. Quelque chose se passait dans ces montagnes, quelque chose qui n'apparaîtrait dans aucun document officiel de guerre. Le premier indice que von Steinberg préparait sa disparition provint de son aide de camp, le lieutenant Klaus Hoffmann. Des années plus tard, Hoffmann raconterait aux interrogatoires alliés le comportement de plus en plus secret du général durant les dernières semaines de la guerre. Des réunions privées avec des civils inconnus, des voyages dans la forêt qui duraient des jours et, plus énigmatiques encore, des réquisitions de matériaux de construction qui semblaient n'avoir aucun usage militaire. Hoffmann décrivit avoir trouvé son commandant un matin de mars 1945 courbé au-dessus de cartes topographiques de la région. Les cartes étaient couvertes de markings de calcul d'altitude et de ce qui semblait être des croquis architecturaux. Lorsque Hoffmann lui demanda à leur sujet, von Steinberg sourit simplement et dit qu'il préparait l'avenir. À l'époque, le lieutenant pensait que son général préparait des positions défensives. Il n'avait aucune idée qu'il assistait à la naissance de l'une des disparitions les plus élaborées de l'histoire. Le projet de construction commença en secret, à une date indéterminée de février 1945. Avec une équipe soigneusement sélectionnée d'ingénieurs et de travailleurs,
von Steinberg supervisa l'excavation de ce qui deviendrait son bunker caché. L'emplacement était parfait, une vallée éloignée profondément boisée dans la forêt bavaroise, accessible uniquement par un réseau de sentiers de chasse que peu de personnes connaissaient. Le site était dissimulé par une dense couverture arborée et positionné de manière à être invisible pour la reconnaissance aérienne. Mais ce n'était pas n'importe quel bunker. L'installation que von Steinberg avait construite était une merveille d'ingénierie. Conçue non pas comme un abri temporaire, mais pour la survie à long terme. La chambre principale était renforcée d'acier et de béton, équipée de son propre système de ventilation, d'une source d'eau et d'un espace de stockage suffisant pour des mois de provisions. Des pièces adjacentes abritaient un centre de communication, une bibliothèque et ce qui semblait être un atelier équipé d'instruments de précision. L'aspect le plus intrigant du bunker résidait dans ses capacités de communication. Les services de renseignement alliés découvriront plus tard que von Steinberg avait d'une manière ou d'une autre acquis du matériel radio bien plus avancé que l'équipement militaire standard. L'émetteur pouvait atteindre des lieux à travers l'Europe et au-delà, suggérant que les plans du général s'étendaient bien au-delà du simple fait de se cacher des alliés en progression. La construction fut achevée en un temps record, les derniers éléments étant ajoutés au début du mois d'avril 1945. À ce moment-là, les forces américaines avaient déjà traversé le Rhin et les troupes soviétiques approchaient à Berlin. La défaite de l'Allemagne n'était plus une question de si, mais de quand. Pourtant, von Steinberg semblait étrangement calme face à la situation, comme s'il savait quelque chose que d'autres ignoraient. Le comportement du général durant les dernières semaines devint de plus en plus erratique. Il commença à renvoyer le personnel, envoyant des officiers fidèles en mission fabriquée, et réduisant systématiquement le nombre de personnes qui connaissaient son lieu de retraite. Ceux qui restaient décrivaient un homme qui semblait se préparer pour un voyage, sans que personne ne puisse dire où il pourrait aller. La dernière conversation du lieutenant Hoffmann avec son commandant eut lieu le 20 avril 1945, l'anniversaire d'Hitler. Ironie du sort, von Steinberg, qui en était devenu à détester l'homme dont il suivait les ordres depuis des années, reçut Hoffmann une enveloppe scellée avec des instructions de ne pas l'ouvrir avant le 1er mai. À l'intérieur se trouvait une lettre qui allait plus tard devenir l'un des éléments clés de preuve pour comprendre la disparition de von Steinberg. La lettre était brève, mais cryptique. Von Steinberg écrivait qu'il ne pouvait plus servir une cause en laquelle il ne croyait plus, mais qu'il ne pouvait pas non plus se rendre aux forces qui pourraient l'utiliser à des fins de propagande. Il évoquait une troisième option, un chemin qui lui permettrait de servir son véritable pays tout en évitant le destin qui attendait tant de ses collègues. La lettre se terminait par la promesse qu'un jour, lorsque le moment serait venu, la vérité serait révélée. Le matin du 25 avril 1945, le général Friedrich Wilhelm von Steinberg quitta son poste de commandement pour ce qui serait la dernière fois. Il informa son personnel qu'il effectuait une inspection finale des positions défensives et qu'il reviendrait le soir. Il ne revint jamais. Lorsque des équipes de recherche furent dépêchées le lendemain, elles ne retrouvèrent aucune trace du général ni du véhicule qu'il conduisait. Le rapport officiel déposé par le commandement allemand indiquait que le général von Steinberg était porté disparu au combat, présumé tué au combat contre les forces alliées en progression. Aucun corps ne fut retrouvé, aucun témoin ne se présenta et aucune preuve de son sort ne fut découverte. Pour la bureaucratie militaire, il avait simplement disparu dans le chaos de la défaite finale de l'Allemagne. Mais von Steinberg n'avait pas disparu du tout. Il avait simplement activé la disparition la plus soigneusement planifiée de l'histoire militaire. Alors que les forces alliées et allemandes se battaient à travers la campagne allemande, le général s'installait dans son bunker caché, entamant une existence secrète qui durerait des années. Il avait assez de provisions pour survivre des mois. Et plus important encore, il avait un plan pour ce qui allait venir ensuite. Le matériel de communication du bunker permettait à von Steinberg de suivre l'évolution de la guerre depuis son refuge caché. Il écouta la chute de Berlin, la mort d'Hitler dans son propre bunker et la capitulation officielle de l'Allemagne. Mais au lieu de sortir pour affronter la justice qui attendait les anciens officiers de la Wehrmacht, le général resta caché, attendant des raisons qui ne deviendraient claires que des décennies plus tard. Les services de renseignement alliés finirent
par prendre connaissance de la disparition de von Steinberg. Mais avec des milliers de membres du personnel militaire allemand portés disparus après la guerre, une disparition d'un seul général n'était pas une priorité élevée. Certains enquêteurs émettaient l'hypothèse qu'il avait fui en Amérique du Sud comme d'autres responsables nazis. D'autres supposaient qu'il avait été tué lors des dernières batailles et que son corps n'avait pas été retrouvé. Personne ne soupçonnait qu'il vivait à quelques kilomètres seulement de l'endroit où il avait été vu pour la dernière fois, caché sous le sol forestier. La recherche de von Steinberg continua sporadiquement tout au long de la fin des années 99 et du début des années 1950. Les chasseurs de nazis suivirent des pistes à travers l'Europe et l'Amérique du Sud, toujours à un pas derrière un fantôme, qui n'avait jamais réellement quitté l'Allemagne. Des dossiers de renseignement de l'époque montrent que diverses agences ont enquêté sur des signalements en Argentine, au Paraguay et même aux États-Unis. Mais aucune de ces pistes ne s'est révélée crédible. Entre-temps, au plus profond de la forêt bavaroise, von Steinberg s'adaptait à sa nouvelle existence. Le système de ventilation du bunker lui permettait de rester sous terre pendant de longues périodes, tandis que des trajets d'approvisionnement minutieusement planifiés sous le couvert de l'obscurité le prémunissaient et l'informaient sur le monde qui changeait au-dessus. Il était devenu un ermite par choix, un homme qui s'était effacé de l'histoire tout en restant bien vivant. Les journaux du général de cette période, découverts plus tard dans le bunker, révèlent une transformation psychologique complexe. L'officier militaire, qui avait autrefois commandé des milliers d'hommes, apprenait à vivre en solitude complète, soutenu uniquement par la conviction d'avoir choisi le bon chemin. Il écrivit abondamment sur ses raisons de disparaître, ses espoirs pour l'avenir de l'Allemagne et sa conviction croissante qu'il préservait quelque chose d'important pour les générations futures. D'ici 1950, la plupart des recherches officielles sur von Steinberg avaient en été abandonnées. Le monde était passé à d'autres conflits et d'autres préoccupations, et le général disparu n'était plus qu'un autre mystère non résolu de la guerre. Son nom apparaissait occasionnellement dans des livres sur les fugitifs nazis, mais sans nouvelles preuves, son cas ne se distinguait guère des centaines d'autres. Ce que personne ne réalisait, c'est que la disparition de von Steinberg n'était que le début de son histoire. Le bunker qu'il avait construit était conçu pour bien plus que la simple survie. C'était un dépôt, une archive cachée, contenant des documents et des artefacts qui s'avéreraient inestimables pour les historiens futurs. Le général avait passé ses derniers mois de service officiel à rassembler des preuves, à copier des documents et à préserver des archives que d'autres étaient désireux de détruire. Cette archive resterait cachée pendant 8 décennies, protégée par la croissance forestière et par la planification attentive du général. Les arbres poussaient sur l'entrée dissimulée du bunker, les feuilles s'entassaient saison après saison, et la nature reprenait lentement le site. Pour tout observateur occasionnel, ce n'était qu'un autre lopin de forêt peu remarquable, indiscernable de milliers d'autres à travers la Bavière. Le secret du bunker de von Steinberg aurait pu mourir avec lui si ce n'était pour une enquête scientifique entièrement indépendante menée à l'été 2024. Une équipe de chercheurs de faune de l'université de Munich avait reçu l'autorisation d'étudier l'écosystème de la forêt en utilisant le radar pénétrant le sol pour cartographier les systèmes racinaires souterrains et la composition du sol. Ils n'avaient aucun intérêt pour l'histoire de la guerre et aucune raison de soupçonner que leur enquête de routine déterrerait l'un des plus grands mystères de la guerre. Le docteur Maria Hoffmann ajusta son équipement une fois de plus, essuyant la sueur de son front alors que la chaleur de juillet écrasait la canopée forestière. L'enquête sur la faune entrait dans sa 3e semaine, et l'équipe avait cartographié plus de 40 km² de la forêt bavaroise, sans trouver rien de plus excitant que quelques tanières de blaireaux et des dépôts minéraux inhabituels. Son radar pénétrant le sol fonctionnait parfaitement, envoyant des impulsions électromagnétiques profondément dans la terre et peignant des images détaillées de ce qui se cachait sous le sol forestier. Les lectures de cette matinée commencèrent tout à fait normalement. Les systèmes racinaires apparurent comme prévu. Les couches de sol montraient une stratification typique et des roches occasionnelles étaient enregistrées comme masse solide sur son écran. Mais alors que le docteur Hoffmann déplaçait son équipement à travers une section particulièrement dense de sous-bois, quelque chose d'anormal apparut sur son moniteur.
Le radar détectait une grande voûte d'environ 4 mètres sous la surface, bien trop régulière pour être naturelle. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une grotte calcaire, ou peut-être d'un ancien puits de mine datant du passé industriel de Bavière. La région était parsemée d'anciennes exploitations minières, et il ne serait pas inhabituel de trouver des fouilles oubliées qui s'effondraient lentement sous la forêt. Mais à mesure qu'elle élargissait sa zone de balayage, la forme devenait plus définie, plus délibérée. Ce n'était pas une grotte naturelle, ni un tunnel minier aléatoire. Le vide montrait des motifs géométriques clairs, des angles droits et des murs parallèles, qui ne pouvaient être que artificiels. Son partenaire de recherche, le docteur Klaus Weber, fut initialement sceptique lorsqu'elle l'appela pour examiner les lectures. Weber avait mené des analyses du sol à 30 mètres de distance et n'avait rien vu d'anormal dans ses échantillons. Mais un seul coup d'œil au moniteur radar d'Hoffmann changea complètement sa perspective. La structure souterraine était vaste, comprenant plusieurs chambres reliées par ce qui semblait être des couloirs. Le plus troublant de tout était que la construction semblait solide et intacte, pas effondrée ni détériorée comme la plupart des ruines de guerre. L'équipe passa le reste de la journée à cartographier soigneusement le complexe souterrain. Chaque passage du radar révéla de nouveaux détails sur la structure cachée ci-dessous. La chambre principale mesurait environ 12 mètres de long sur 8 mètres de large, avec des pièces adjacentes plus petites se ramifiant comme les bras d'une étoile. Les murs étaient épais, suggérant une construction lourde, et la profondeur indiquait un travail d'excavation sérieux. Ce n'était pas un abri bâclé, ni un cachet temporaire. Quelqu'un avait investi du temps et des ressources considérables pour bâtir ce qui se trouvait sous leurs pieds. Ce soir-là, de retour à leur station de recherche temporaire, le docteur Hoffmann contacta le chef de son département à l'université de Munich. Le professeur Ernst Müller avait supervisé des dizaines d'enquêtes archéologiques à travers la Bavière et connaissait l'histoire de la région. Lorsque Hoffmann décrivit leur découverte, la réponse de Müller fut immédiate et décisive. Les travaux cesseraient jusqu'à ce que les autorités compétentes puissent être avisées. La découverte était trop significative et potentiellement trop dangereuse pour être poursuivie sans une supervision d'experts. Dans les 48 heures, l'emplacement forestier calme se transforma en un site d'excavation soigneusement contrôlé. Des experts archéologiques arrivèrent d'universités à travers l'Allemagne. Alors que les responsables gouvernementaux menaient des consultations discrètes sur les implications juridiques de la découverte, le bureau d'État bavarois pour la protection des monuments prit en charge l'opération, apportant du matériel spécialisé et du personnel formé à la manipulation de découvertes historiques sensibles. L'excavation commença avec une extrême prudence. 8 décennies de croissance forestière avaient totalement dissimulé toute preuve de surface de l'entrée du bunker et l'équipe dut s'appuyer entièrement sur la cartographie par radar pour guider ses fouilles. Des arbres anciens avaient poussé directement au-dessus du site, leur vaste système racinaire s'entremêlant avec ce qui se trouvait en dessous. Chaque pelle de terre devait être soigneusement tamisée et documentée au cas où elle contiendrait des artefacts ou des indices sur la construction du site. 3 jours après le début des fouilles, ils découvrirent du béton. La découverte déclencha une vague d'excitation dans l'équipe archéologique, confirmant que leur structure souterraine était bien artificielle et substantielle. Mais elle souleva aussi de nouvelles questions sur qui l'avait construite et quand. Le béton semblait dater d'époques de guerre, grossièrement mélangé et renforcé par des barres d'acier qui avaient d'une manière ou d'une autre échappé à la corrosion malgré des décennies dans la terre humide. À mesure que la structure se révélait davantage, son design sophistiqué apparaissait. L'entrée avait été scellée par une lourde porte en acier peinte dans des couleurs de camouflage, qui s'était longtemps fanée jusqu'à rouiller. Plusieurs puits de ventilation s'élevaient vers le haut à travers la terre. Leurs ouvertures étaient si habilement dissimulées qu'elles restaient invisibles même après le début des fouilles. Quiconque avait construit ce bunker possédait à la fois des compétences d'ingénierie et un accès illimité aux matériaux pendant les rationnements de guerre. Le moment d'une percée vint un mardi gris à la fin du mois de juillet. Après avoir soigneusement enlevé les serrures et charnières corrodées, l'équipe d'excavation ouvrit enfin la porte en acier qui avait scellé le bunker pendant 8 décennies. Le bruit qu'elle fit, un gémissement métallique profond résonnant depuis l'obscurité en dessous, envoya des frissons à tous ceux présents. L'air nauséabond se déversa.
portant avec lui l'odeur moisie d'un confinement de décennies, et quelque chose d'autre, quelque chose qui suggérait une habitation humaine. Le docteur Hoffman fut parmi les premiers à descendre dans le bunker, sa lampe frontale perçant une obscurité qui n'avait pas vu la lumière depuis 1945. Ce qu'elle trouva dépassa toutes les attentes. L'intérieur était remarquablement bien préservé, protégé des intempéries par une construction et un plafond supérieur. Des tables et des chaises restaient exactement à leur place, couvertes de poussière, mais autrement intactes. Des effets personnels étaient éparpillés dans tout l'espace, suggérant que quelqu'un y avait vécu de façon prolongée. La chambre principale était divisée en zones distinctes qui révélaient l'usage prévu du bunker. Un coin abritait un système de radio sophistiqué avec du matériel qui semblait bien plus avancé que les communications militaires, standards de l'époque. Des rangées de batteries ornaient un mur, relié à un générateur, qui présumément avait fourni l'énergie pour des opérations prolongées. Des graphiques et des cartes recouvraient un autre mur, marqué de symboles, et de notations nécessitant une analyse experte pour être déchiffrées. Mais ce furent les objets personnels qui rendaient la découverte vraiment extraordinaire. Des uniformes militaires accrochés proprement dans un placard de fortune portaient des insignes identifiant immédiatement leur propriétaire, comme un officier général allemand de haut rang. Des photographies personnelles montraient un homme distingué en uniforme Wehrmacht, souvent en photo avec d'autres officiers, dont les visages seraient familiers à tout étudiant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Plus significatif encore, une plaque nominative sur le bureau identifiait l'occupant du bunker, le général Friedrich Wilhelm von Steinberg. La découverte de l'identité de von Steinberg provoqua une onde de choc dans la communauté historique. Voici un homme qui avait été présumé mort depuis 8 décennies. Pourtant, des preuves suggéraient qu'il avait survécu dans ce bunker caché pendant des années après la fin des guerres. Les implications étaient stupéfiantes. Combien de temps avait-il vécu ici ? Que faisait-il pendant ces années cachées ? Et surtout, quels secrets avait-il emporté avec lui dans ce refuge souterrain ? Le docteur Hoffman et son équipe travaillèrent méthodiquement à travers le contenu du bunker, cataloguant chaque objet avec le soin réservé aux découvertes archéologiques les plus significatives. Les effets personnels racontaient l'histoire d'un homme tentant de maintenir une apparence de vie civilisée dans des circonstances extraordinaires. Des livres tapissaient des étagères improvisées, leurs pages jaunies mais lisibles. Un jeu d'échecs reposait sur une petite table, les pièces disposées au milieu d'une partie qui ne serait jamais terminée. Le matériel radio s'avéra particulièrement intrigant. Des experts techniques qui examinèrent l'installation confirmèrent qu'elle était capable de communication à longue portée bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour un simple contact d'urgence. Des journaux de fréquence trouvés à proximité suggéraient que von Steinberg avait surveillé le trafic radio du monde entier, restant informé des événements mondiaux depuis son sanctuaire caché. Certaines entrées indiquaient une communication bidirectionnelle, ce qui laissait supposer que le général manquant avait maintenu le contact avec des parties inconnues tout au long de sa disparition. Un classeur à tiroirs verrouillé dans le coin de la chambre principale contenait les découvertes les plus sensibles. À l'intérieur se trouvaient des centaines de documents, dont beaucoup portaient des sceaux Wehrmacht officiels et des timbres de classification. Des ordres militaires, des rapports de renseignement et de la correspondance entre des hauts responsables allemands dessinèrent une image des derniers mois de la guerre qui différait sensiblement des récits historiques acceptés. Von Steinberg avait apparemment collecté et préservé des preuves que d'autres souhaitaient détruire. Parmi les découvertes les plus choquantes figuraient des rapports détaillés sur des programmes d'armes secrètes, des plans d'évacuation pour la direction nazie et des correspondances discutant des stratégies d'après-guerre. Certains documents portaient les signatures de responsables qui auraient soi-disant péri dans les derniers jours de la guerre, ce qui suggérait que les plans de survie et d'évasion étaient bien plus étendus qu'on ne le pensait. Von Steinberg avait été au centre de réseaux d'information qui s'étendaient bien au-delà de sa position officielle dans l'armée. Des journaux personnels trouvés dans tout le bunker donnaient un aperçu de l'état d'esprit du général pendant ces années cachées.
Les premiers passages décrivaient dans son soulagement à échapper à ce qu'il considérait comme une situation impossible, incapable de se rendre avec honneur, mais réticent à affronter une exécution certaine pour sa connaissance des opérations classifiées. Plus tard, les entrées révélèrent un isolement croissant et du désespoir, à mesure que la réalité de son exil auto-imposé pesait sur sa psyché. Les journaux contenaient également des descriptions détaillées des réseaux d'approvisionnement qui avaient soutenu von Steinberg durant son existence souterraine. Des civils locaux, apparemment sympathiques à sa situation, avaient donc fourni nourriture et fournitures essentielles en échange d'or et d'autres objets de valeur qu'il avait accumulés au cours de son service militaire. Ces réseaux avaient opéré pendant des années après la guerre, suggérant un niveau d'organisation et de fidélité que les historiens n'avaient jamais soupçonné. L'une des découvertes les plus dérangeantes fut une série de cartes marquant des emplacements à travers la Bavière et l'Autriche, annotées avec des dates et des symboles cryptiques. Celles-ci semblaient documenter d'autres sites cachés, peut-être des bunkers supplémentaires ou des stocks d'approvisionnement établis dans le cadre d'un réseau de survie plus large. Si l'opération de von Steinberg faisait partie d'un système plus vaste, les implications pour l'histoire européenne d'après-guerre seraient pires et profondes. Les dernières entrées dans les journaux de von Steinberg datent du début des années 1950 et secondes et révélaient un homme de plus en plus consumé par la paranoïa et le regret. Il écrivait entendre des voix dans la forêt au-dessus, craignant d'être pourchassé par des enquêteurs alliés, et devenant de plus en plus convaincu que son isolement serait permanent. Les entrées devinrent de plus en plus erratiques et difficiles à lire, suggérant une détérioration mentale provoquée par des années de solitude et de stress. Et des preuves matérielles, à travers le bunker, soutenaient la chronologie du journal. Les réserves alimentaires avaient été systématiquement épuisées sur plusieurs années, tandis que les objets personnels montraient l'usure d'une utilisation prolongée. Plus révélateur encore, un calendrier sur le mur avait été méticuleusement tenu jusqu'en 1952, avec des marques quotidiennes indiquant l'attention soigneuse de von Steinberg au passage du temps pendant ces années cachées. La découverte de restes humains dans une chambre scellée à l'arrière du bunker fournissait la pièce finale du puzzle. L'analyse médico-légale confirmerait plus tard que les os appartenaient à un homme d'âge et de constitution appropriée pour être von Steinberg lui-même. Le général était mort seul dans son refuge souterrain, emportant ses secrets avec lui, mais laissant derrière lui des preuves qui bouleverseraient la compréhension des conséquences de la guerre. Les nouvelles de la découverte du bunker se répandirent rapidement dans les cercles académiques et gouvernementaux, mais leur divulgation publique fut gérée avec prudence. La nature sensible des documents trouvés à l'intérieur nécessitait un examen approfondi par les services de renseignement de plusieurs pays. Beaucoup des documents contenaient des informations restées classifiées même 8 décennies après la fin des guerres, impliquant des opérations et des individus dont les activités n'avaient donc jamais été rendues publiques. Des équipes internationales d'historiens et d'analystes du renseignement accoururent sur le site pour authentifier et interpréter le vaste ensemble documentaire. Von Steinberg avait préservé. Chaque fichier racontait une partie d'une histoire plus vaste sur les derniers mois de la guerre et les réseaux complexes qui avaient opéré dans les coulisses des opérations militaires officielles. Les implications s'étendaient bien au-delà d'un seul général disparu, touchant des questions fondamentales sur la fin réelle de la guerre et sur ceux qui avaient été impliqués dans sa conclusion. Le bunker lui-même devint un point focal pour des questions plus larges sur la justice et la responsabilité après la guerre. La survie de von Steinberg souleva des questions inconfortables concernant d'autres personnes disparues du régime nazi et sur le fait que les récits acceptés de leur destin étaient-ils aussi complets que les historiens le pensaient. L'équipe médico-légale qui examina les restes de von Steinberg fit des découvertes qui remirent en cause tout ce qu'elle pensait savoir sur ces dernières années. La datation au carbone des artefacts trouvés avec le corps suggérait qu'il avait survécu dans le bunker jusqu'en au moins 1954, près d'une décennie après sa disparition. Mais ce qui était plus déroutant, ce furent que les fournitures comme médicales et les bouteilles de prescription éparpillées autour de son espace de vie improvisé. Les médicaments concernaient des affections qui affectaient typiquement des individus bien plus âgés, suggérant que von Steinberg avait vécu bien plus longtemps que ce que l'on croyait possible. Le docteur Heinrich Weiss,
le pathologiste médico-légal chargé d'examiner les restes trouva des preuves de multiples fractures guéries et des signes de malnutrition qui peignaient un tableau sombre des dernières années du général. Les os montraient des motifs de stress compatibles avec un confinement prolongé et une activité physique limitée. Le plus troublant fut des marques sur plusieurs côtes qui semblaient être auto-infligées, peut-être indiquant des tentatives désespérées de chirurgie lorsque l'aide médicale n'était pas disponible. La découverte d'un poste médical primitif dans un coin du bunker confirma cette théorie. Des instruments chirurgicaux, des bandages et même un miroir fissuré orienté pour un examen de soi racontaient l'histoire d'un homme forcé de traiter ses propres maux avec les ressources dont il disposait. Des bouteilles de médicaments vides portaient des étiquettes de pharmacie à travers le sud de l'Allemagne, suggérant que son réseau d'approvisionnement s'était étendu bien au-delà des provisions alimentaires de base. Parmi les effets personnels trouvés près des restes de von Steinberg, se trouvait un journal relié en cuir qui différait nettement des journaux militaires précédents. Ce dernier enregistre, rédigé dans une écriture de plus en plus tremblante, témoignait de la prise de conscience croissante qu'il ne sortirait jamais vivant du bunker. Les entrées décrivaient des fantasmes élaborés sur le retour à la surface, la réunification avec des membres de sa famille et la révélation de son histoire au monde. Mais elles montraient aussi son acceptation graduelle, que l'isolement était devenu sa réalité permanente. Les dernières entrées du journal, à peine lisibles sur du papier jauni, révélaient la profondeur de la détérioration psychologique de von Steinberg. Il écrivait des conversations avec des visiteurs imaginaires, des théories du complot élaborées sur sa découverte et des peurs paranoïaques que sa nourriture était empoisonnée par des ennemis inconnus. La dernière entrée cohérente, datée du 3 mars 1955, consistait en une seule phrase répétée des dizaines de fois. « Ils ne comprendront jamais ce que nous avons préservé. » Des caméras de sécurité installées lors de l'excavation capturèrent quelque chose d'extraordinaire que même des enquêteurs expérimentés eurent du mal à expliquer. Tard un soir, alors que les membres de l'équipe réexaminaient des images de l'intérieur du bunker, des capteurs de mouvement détectèrent des mouvements dans des chambres scellées depuis des décennies. À l'enquête, ils ne trouvèrent rien d'entravé. Mais les relevés de température montrèrent des fluctuations inexpliquées dans les zones où les effets personnels de von Steinberg étaient stockés. Des habitants locaux, interrogés sur l'emplacement du bunker, donnèrent des récits contradictoires qui alimentèrent le mystère. Plusieurs villageois âgés affirmèrent que leurs grands-parents avaient parlé d'étranges lumières dans la forêt pendant les années 1950 et secondes, toujours dans la même zone exacte où le bunker avait été découvert. D'autres décrivirent des bruits de machines venant des profondeurs, bien qu'aucun équipement mécanique ne fût trouvé en état de marche. Le plus inquiétant fut les rapports de voix appelant depuis les bois lors de nuits silencieuses, des voix qui semblaient provenir du sous-sol. L'enquête prit une tournure inattendue lorsque les chercheurs découvrirent que le bunker de von Steinberg n'était pas unique. Des relevés radars à pénétration de terrain dans la forêt environnante révélèrent au moins 3 autres structures souterraines dans un rayon de 5 km. Chacune montrait des techniques de construction similaires et semblait être reliée par un réseau de tunnels qui s'était partiellement effondré au fil des décennies. L'ampleur de l'opération était bien plus grande que ce que quiconque avait initialement soupçonné. L'excavation des sites secondaires révéla des stocks supplémentaires de documents et d'effets personnels, mais pas d'autres restes humains. Ces bunkers satellites semblaient avoir été des dépôts d'approvisionnement et des points de relais de communication, suggérant que von Steinberg dirigeait un réseau underground sophistiqué durant ces années cachées. L'équipement radio trouvé à chaque emplacement était configuré sur des fréquences différentes, ce qui indiquait une surveillance systématique des communications internationales. Le document d'analyse a révélé le véritable dessein de von Steinberg pendant son exil clandestin. Plutôt que de se cacher simplement devant la justice alliée, il avait méthodiquement documenté et préservé des preuves de crimes de guerre et d'opérations secrètes que d'autres responsables nazis s'employaient désespérément à détruire. Son bunker avait servi de dépôt d'informations susceptibles de révéler des réseaux de collaboration et de conspiration s'étendant bien au-delà des frontières de l'Allemagne. Les services de renseignement de plusieurs pays ont convergé vers le site lorsque l'étendue réelle de l'archive de von Steinberg est devenue apparente. Des dossiers contenaient des relevés détaillés de transactions financières,
d'itinéraires d'évasion et d'identité postérieure à la guerre fournie à des responsables nazis en fuite. Certains documents impliquaient des individus qui avaient ensuite connu des carrières éminentes en Europe et en Amérique après la guerre, créant une crise diplomatique que les gouvernements s'efforçaient encore de résoudre. Les découvertes les plus explosives provenaient d'un compartiment caché derrière l'équipement radio de von Steinberg. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des correspondances et des documents financiers témoignant d'un vaste réseau de comptes bancaires suisses, de propriétés en Amérique du Sud et de faux papiers d'identité. Le général n'avait pas seulement conservé des preuves de crimes de guerre, mais avait aussi tenu des registres détaillés de l'infrastructure financière qui permettaient aux responsables nazis d'échapper à la justice et de refaire leur vie en exil. Parmi ces dossiers figuraient des lettres de personnes qui auraient soi-disant péri dans les derniers jours de la guerre, écrites des années après leur mort supposée, alors qu'elles vivaient confortablement en exil en Argentine et au Paraguay. Von Steinberg avait été en communication avec un réseau fantôme de survivants qui avaient réussi à simuler leur mort et à établir de nouvelles identités à l'étranger. Son bunker servait à la fois de refuge et de centre de communication pour ce réseau clandestin de criminels de guerre. Le profil psychologique qui émergeait des écrits de von Steinberg dessinait le portrait complexe d'un homme déchiré entre loyauté et conscience. Les premiers journaux intimes montraient une horreur authentique des atrocités nazies, mais des passages ultérieurs révélèrent son obsession croissante pour préserver les preuves plutôt que pour rechercher la justice. Il s'était convaincu que la documentation était plus importante que la responsabilisation, que les historiens du futur auraient besoin de ces registres pour comprendre la vérité sur la fin de la guerre. Des experts médicaux qui étudièrent les dernières années de von Steinberg identifièrent des signes de traumatisme psychologique sévère, qui dépassaient largement l'isolement simple. Le général avait développé des rituels élaborés et des comportements obsessifs centrés sur l'organisation et le catalogage de sa collection de documents. Il passe ces dernières années à créer des index détaillés, des références croisées et des résumés d'informations que lui seul lirait un jour. Le travail était devenu son existence entière, une tentative désespérée de maintenir un sens à une vie privée de tout contact humain normal. Le système de ventilation du bunker, lorsqu'il fut examiné en détail, révéla une autre couche de paranoïa et d'ingéniosité de von Steinberg. Plusieurs bouches d'aération avaient été équipées de systèmes de filtration primitifs mais efficaces, conçus pour se protéger contre les armes chimiques. Des joints d'étanchéité d'urgence pouvaient isoler complètement le bunker, permettant une survie pendant des semaines, sans air extérieur. Le général s'était préparé à des conditions de siège qui ne se matérialisèrent jamais, le laissant piégé par ses propres préparatifs défensifs. Des zones de stockage alimentaire disséminées dans l'ensemble du complexe montraient des signes de rationnement prudent et de techniques de conservation qui avaient soutenu von Steinberg pendant près d'une décennie. Il était devenu expert dans l'allongement des fournitures, la culture de petites quantités de légumes dans des jardinières improvisées et même la distillation d'alcool à partir de matières organiques fermentées. Les compétences qu'il avait fait devenir un commandant militaire efficace avaient été adaptées à la survie solitaire, dans des conditions qu'il n'aurait jamais imaginées pendant ses années de service. Les journaux de communication trouvés dans tout le bunker révélaient l'étendue des contacts continus de von Steinberg avec le monde extérieur pendant ces années cachées. Il avait suivi des émissions radio de toute l'Europe et de l'Amérique, restant informé sur les évolutions politiques, les procès pour crimes de guerre et le destin de ses anciens collègues. Certaines entrées suggéraient qu'il avait même tenté d'influencer les événements par des conseils anonymes à des journalistes et enquêteurs, bien qu'aucune de ces communications n'ait jamais été tracée jusqu'à leur source. Des photographies personnelles découvertes dans les quartiers de vie de von Steinberg offrirent des aperçus sur la vie qu'il avait abandonnée. Des images de réunions familiales, de cérémonies militaires et de moments de paix d'avant la guerre montraient un homme qui avait autrefois vécu normalement parmi ses amis et ses proches. Le contraste avec ses dernières années d'isolement était éclatant et tragique, illustrant la transformation complète imposée à son existence par ses choix. L'équipe d'enquête remarqua que von Steinberg avait tenté à plusieurs reprises d'étendre son refuge souterrain au fil des années. Des excavations partiellement achevées menaient à des impasses où sa force ou ses outils s'étaient révélés insuffisants pour la tâche.
Ces projets abandonnés évoquaient des périodes d'activité maniaco-dépressive alternant avec la dépression et la résignation. Le général avait combattu son isolation tout en la rendant plus complète et permanente. L'analyse technique de la construction du bunker révéla une ingénierie sophistiquée qui dépassait largement les fortifications typiques de guerre. Les systèmes d'évacuation empêchaient les inondations pendant les fortes pluies. La régulation thermique maintenait des températures stables toute l'année et les supports structurels avaient bientôt été calculés pour résister à une pression importante du sol. Von Steinberg avait soit possédé une connaissance d'ingénierie remarquable lui-même, soit eu accès à une assistance experte pendant la phase de construction du bunker. La découverte de multiples itinéraires d'évasion à partir du complexe du bunker ajouta une autre dimension au mystère. Des tunnels s'étendaient dans plusieurs directions depuis la chambre principale, certains menant à des sorties cachées à des centaines de mètres de là. Ces passages montraient peut-être des signes d'utilisation régulière pendant les premières années sous terre de von Steinberg, mais semblaient avoir été scellés de l'intérieur lors de sa période finale d'occupation. Le général avait systématiquement coupé ses propres routes d'évasion, garantissant que son exil serait permanent. Alors que l'excavation approchait de son terme, les enquêteurs réalisèrent qu'ils avaient découvert plus qu'un simple refuge caché d'un seul homme. Le bunker de von Steinberg représentait un chapitre jusque-là inconnu de l'histoire européenne d'après-guerre, révélant des réseaux et des opérations demeurant secrets pendant 8 décennies. Les implications dépassaient largement la curiosité historique, touchant des questions fondamentales sur la justice, la reddition de comptes et l'ombre durable laissée par les crimes de guerre non résolus. L'histoire du général approchait de sa révélation finale, mais les documents qu'il avait conservés continueraient à susciter des controverses et des enquêtes pendant des années. Son archive souterraine était devenue une bombe à retardement d'évidence historique, attendant 8 décennies pour exploser dans la conscience publique et remettre en cause tout ce que le monde croyait savoir sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. La découverte du bunker du général von Steinberg nous force à affronter des vérités inconfortables sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 8 décennies, nous avions cru comprendre comment le conflit s'était terminé, qui avait échappé à la justice et quel secret était mort avec le régime nazi. Mais cette archive cachée sous la forêt bavaroise prouve que la réalité était bien plus complexe que ce que disaient nos manuels d'histoire. Le choix de von Steinberg de disparaître plutôt que de se rendre ou de fuir révèle une troisième voie que les historiens n'avaient jamais envisagée. Il est devenu à la fois gardien et prisonnier d'informations trop dangereuses à révéler et trop importantes à détruire. Son exil auto-imposé a préservé des preuves que les gouvernements voulaient enterrer, créant une capsule temporelle historique qui a fondamentalement modifié notre compréhension de l'Europe d'après-guerre. La fin tragique du général nous rappelle que certains secrets portent un coup trop lourd pour ceux qui les gardent. Son isolement et sa détérioration psychologique progressive montrent le coût humain de préserver la vérité dans un monde qui n'était pas prêt à l'entendre. Cependant, son sacrifice a donné aux générations futures accès à des informations qui auraient autrement été perdues à jamais. Aujourd'hui, les services de renseignement continuent d'analyser les documents trouvés dans le bunker de von Steinberg. Chaque dossier pourrait réécrire un nouveau chapitre de l'histoire. L'enquête a révélé que certains mystères ne se résolvent pas par un brillant travail d'enquête, mais par l'accident, la patience et le simple passage du temps. Parfois, la forêt garde ses secrets, jusqu'à ce que la science nous donne de nouveaux regards pour voir ce qui était caché à la vue de tous depuis le début. Cette histoire était brutale, mais celle qui figure sur le côté droit est encore plus folle.